Comment ridiculiser l'épouse idéale dans les années 50? Comment présenter cette femme aux femmes modernes comme une femme exécrable? Petite analyse. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Récemment, je tombe sur un article. Je vous le mets juste en dessous en lien. Un article publié par Terra Femina, article qui a été déjà partagé plus de 2800 fois. C'est énorme. C'est vraiment, en parlant d'Internet, partager autant de fois un article, je pense qu'il a été lu au moins 100 000 fois. Donc c'est vraiment beaucoup. Et pour le coup, écoutez, moi-même le titre m'attire. Donc j'ai envie de voir. Et puis, après tout, je me dis, pourquoi pas? C'est peut-être intelligent. Après tout, si c'est une journaliste qui l'a écrit, et puis si elle cite exactement, elle donne les citations exactes de ces manuels des années 50, ça m'intéresse, c'est quelque chose, c'est dans le texte, donc bon, je vais lire ce que c'est, quoi. C'est probablement qu'elle a raison, je vais le lire, je vais le découvrir. Et là, je suis catastrophée par ce que je lis. On va le voir ensemble. Dans le paragraphe introductif de son article, elle présente, je cite, tous les conseils donnés sont tous plus sexistes et affligeants les uns que les autres. Elle explique que c'est un carcan dans lequel les femmes sont enfermées. Voilà, tout ce vocabulaire. Bon, très bien, en lisant ça, je suis encore plus intriguée, quoi. Bon, allons-y, lisons, passons à la lecture. Quels sont les 20 points cités? Donc, les 20 points sont tirés d'un manuel pour les femmes. Je ne pense pas que c'est un manuel de savoir-vivre, mais peut-être de savoir-vivre, un manuel pour être une bonne épouse, une épouse idéale dans les années 50. Petit point, juste avant de vous lister ces points. Écoutez, un livre d'histoire, ce n'est pas la même chose qu'un manuel de savoir-vivre ou un manuel tout court. Les livres d'histoire retracent l'histoire. Et encore, tout historien que nous sommes disent c'est l'histoire des vainqueurs. C'est pas l'histoire des perdants qu'il y a dans ce livre, d'accord? C'est l'histoire des vainqueurs. Donc, c'est des faits passés et avérés. Mais un manuel de botanique, un manuel d'astronomie, un manuel de savoir-vivre, un manuel pour bien élever ses enfants, ça donne un idéal. Ça ne veut pas dire que c'était comme ça avant. Soyons très clairs. Là, regardez, dans le guide de mondanité que je vous invite à lire, que j'offre à mes lecteurs, un des conseils, c'est dites bonjour monsieur, bonjour madame. Lors des salutations, voilà. Bonjour Paul, bonjour Sophie. Nommez les personnes en face de vous. Ça, c'est l'idéal. Mais qui le fait? Observez sur 24 heures. Qui va le faire? Combien de fois vous avez entendu ces bonjours sans le bonjour quelque chose, ou des saluts, ou certains ne saluent même pas? Donc, ne généralisons pas de ce qu'étaient les femmes dans les années 50 à partir d'un manuel. Non, on peut généraliser à partir d'un livre d'histoire, mais pas d'un manuel. Ne confondons pas tout. Bon. Voilà, le nombre de conseils que je vous donne sur le blog, et je suis la première à le dire, c'est pas facile non plus, d'accord? Ça, c'est l'idéal, on essaie d'y tendre. La plupart du temps, on y arrive, mais il y a quand même beaucoup de gaffes et d'échecs sur la route. On se relève, on continue, peu importe. Là, je passe tout de suite maintenant, c'est cette fameuse liste de l'épouse parfaite dans les années 50. Alors, pourquoi est-elle moquée par la journaliste clairement féministe? 1. Prévoyez votre dîner du lendemain, la veille, afin de pouvoir le servir chaud à votre mari dès qu'il arrive. Comme ça, vous lui montrerez que vous pensez à lui et que vous vous souciez de ses besoins. Là, je me dis juste une petite chose comme ça. Prévoir le menu la veille. C'est-à-dire que là, je tourne la vidéo vendredi, ça veut dire que samedi, je dois penser là, samedi soir, ce que nous allons manger. Ça veut dire que samedi, toute la journée, je suis occupée, à vrai dire. Peut-être que j'ai un travail. Peut-être que cette femme des années 50 aussi travaillait, tout simplement. Et le fait d'anticiper les repas de la famille, qu'est-ce que ça a de mal? Qu'est-ce que ça a d'asservissant? Moi aussi, je prévois je vais faire des crêpes ici, ça me fait pas ça fait pas de moi quelqu'un d'asservi. Donc c'est juste du bon sens. C'est le bon sens de ménagère. Je vais pas utiliser ce mot parce qu'il est très 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 méprisé. C'est du bon sens, une bonne gérance de l'intendance familiale. Prévoir les repas à l'avance. Et oui, on va prévoir des repas que nous aimons. Parce que je ne vais pas servir des épinards tous les jours à mes enfants. Non. 2. Les hommes ont faim quand ils rentrent à la maison. Un bon repas est donc nécessaire pour un accueil chaleureux et agréable. Oui, c'est du bon sens. Mais à vrai dire, moi aussi quand je rentre à la maison, c'est rare que je rentre avant mon mari, c'est juste quand je suis en déplacement. Mais sinon, oui, moi aussi je rentre et j'ai faim. Et à ce moment, mon mari a préparé à manger. Mais c'est bien sûr qu'on attend un accueil chaleureux. On va pas rentrer dans un endroit, dans un enfer. Non, la maison, c'est le cocon, c'est l'endroit chaleureux. On s'attend à être bien accueilli. Qu'est-ce qu'il y a d'asservissant là-dedans? 3. Environ 15 minutes avant que votre mari rentre, prenez une courte pause pour vous préparer, retoucher votre maquillage, remettre vos cheveux en ordre et vous refaire une beauté. Votre mari a vu des gens fatigués
par le travail toute la journée, alors soyez impeccable. Écoutez, là aussi, enfin, moi pour le coup, je ne me maquille pas quand je suis à la maison, donc il n'y a rien à refaire, etc. Mais il n'y a pas de mal à ça, d'accueillir son mari en étant belle. C'est presque du bon sens. Ça n'a rien d'être... C'est un carcan. Et puis d'ailleurs, pardon, mais la majorité des femmes se maquillent pour elles, pas pour plaire à leur mari. Le mari, je ne dis pas qu'elle n'en a rien à faire du physique, de l'apparence de sa femme. Mais honnêtement, qu'elle ait du rouge à lèvres ou les yeux maquillés, la majorité des hommes ne le voient même pas. Par contre, ce qu'ils vont voir, c'est le sourire des yeux et le sourire des lèvres quand leur femme va apparaître devant elles, devant eux. 4. Soyez intéressante et engageante pour lui. Sa journée est pleine de travail ennuyeux, donc l'un de vos devoirs est de le distraire. Et là, la photo qui est mise sur le site, c'est évidemment, ils sont assis sur le lit. Donc on s'imagine tout de suite qu'elle va devoir jouer à la marionnette sexuelle pour distraire son mari. Non mais faire écouter, encore une fois, c'est une question de bon sens. Après le travail, on va se distraire, on passe un bon moment en famille. On va manger, on va boire l'apéritif, on va jouer à un jeu de société, pourquoi pas on va regarder un film, on va discuter, on va échanger. On va. Oui, notre but c'est de distraire notre mari, mais lui aussi, son rôle c'est de nous distraire. C'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Ça fait pas quelqu'un d'asservi. Oui, après une journée de travail, on n'a plus envie d'y penser et c'est totalement normal. C'est pas quelque chose de dramatique. 5. Juste avant qu'il arrive, passez un coup de balai pour éliminer le bazar et dépoussiérer rapidement. À vrai dire, ça c'est un peu caricatural parce que la maison, elle est, je dis pas tout le temps bien tenue, mais on va dépoussiérer juste avant l'arrivée du mari. C'est fait dans le ménage de la journée. Voilà. Quand je dis ménage de la journée, ne pensez pas qu'une femme au foyer passe son temps à tout nettoyer et ranger. La majorité du ménage, quand on le fait au quotidien, 15 minutes, ça suffit. Le nombre de choses et d'activités qu'on a dans la journée qui prennent moins de 2 minutes, on s'en fait toute une montagne pendant une semaine. Et après, on se dit, j'ai passé 4 heures samedi à nettoyer, à ranger la maison, alors que 15 minutes par jour, ça suffit. Dans la majorité des cas, bien sûr. 6. En hiver, préparez et allumez un feu pour son retour, afin qu'il puisse se détendre près de l'âtre de la cheminée. Il aura le sentiment de baigner dans l'ordre et la paix, ce qui vous fera vous sentir bien aussi. S'occuper du bien-être de votre mari vous donnera un important sentiment de satisfaction personnelle. 2 choses. Une, aujourd'hui on a beaucoup moins de cheminées, tout simplement on allume le chauffage central, et qu'on se dise oui, dans la majorité des maisons, il est programmé de telle sorte que justement en rentrant du travail le soir, on est chaud, on ne va pas grelotter. C'est quelque chose de normal, nous aussi on veut se sentir bien. Et c'est dit dans cette petite citation qu'en tant que femme aussi on va bien se sentir quand la maison est chaude. Quoi de plus normal à cela? Et la deuxième chose, le fait de faire du bien à notre mari nous fera aussi du bien, nous épanouira. C'est on ne peut plus vrai. Mais c'est valable aussi sur les enfants, sur notre mère, notre sœur, notre meilleure amie. Le fait de distribuer du bonheur autour de nous nous rend heureux aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'asservissant là-dedans? 7. Préparez les enfants afin que leurs cheveux soient peignés et leur visage propre. Écoutez, c'est une évidence, mais c'est une évidence au-delà de ça. Nos enfants, et puis on n'est pas les seuls à faire ça, mais si on mange un goûter ou on mange à table et ils se sentent un petit peu barbouillés, ils ont des betteraves, ils ont des moustaches de betterave, un peu de chocolat sur la joue, dans la minute après, on va les essuyer avec une serviette ou si c'est vraiment collant, enfin, avec un gant de toilette, peu importe, ils vont se laver. Mais c'est évident, mais quelle mère, quel père va laisser son enfant pendant 4 heures d'affilée avec un visage collant et des traces de nourriture? Mais personne. Donc c'est pas qu'il faut juste avant l'arrivée du mari le décoller les croûtes séchées de nourriture qui sont restées là depuis 12 heures depuis ce matin. Mais non, c'est évident que les enfants sont propres pour le retour du mari. 8. Les enfants sont des trésors et c'est ainsi qu'ils doivent se conduire. Minimisez le bruit quand votre mari arrive en les encourageant à se taire. Il ne doit pas non plus y avoir de bruit d'aspirateur, de machine à laver ou de sèche-linge. Écoutez, là, encore une fois, c'est du bon sens. Lorsque le mari ou la femme rentre, c'est ce temps dédié aux adultes. Les enfants jouent dans leur chambre, jouent plus calmement, mais c'est le moment où on échange avec notre conjoint. Donc, oui, on demande aux enfants de la mettre un peu en veilleuse, de lire un livre, d'être un peu plus calme. De même, encore, tout ce qui est les machines et l'électroménager bruyant. Écoutez, comme tout le monde, on a le système hors creuseur pleine. Donc les machines, les longues machines, on les fait passer entre midi et 2 ou la nuit, justement pour ne pas être dérangé par le bruit en fin de journée quand on est ensemble. Et puis pour le coup, je dirais, dans toutes les maisons dans lesquelles on est, maisons, appartements, les cloisons sont relativement fines. On ne vit pas dans des châteaux où la buanderie est à 150 mètres et à 36 pièces
plus loin du salon. Non, tout est sur le même espace, quoi. Donc si on lance une machine, je présente dans cette direction, moi, je ne peux pas tourner cette vidéo s'il y a une machine qui tourne, parce qu'il y aurait un bruit de fond. C'est du bon sens tout ça. 9. Accueillez-le toujours de manière joyeuse et positive. Adressez-lui un sourire chaleureux et exprimez sincèrement votre désir de lui faire plaisir. Je suis à 100% d'accord avec cette phrase. Et bien sûr, et c'est vrai dans l'autre sens aussi, lorsque je rentre à la maison, j'attends que mon mari et mes enfants m'accueillent avec un sourire, et maman, et ma chérie, et que tout le monde soit heureux, et qu'on soit heureux de nous retrouver. Enfin, je n'imagine pas que mon mari revienne à la maison et je boude, je fais une truc, comment on dit, enfin, voilà, un visage macabre, et j'ai pas envie de le voir, et puis vague à tes occupations, j'en ai rien à faire de toi, non, la maison, le foyer, ce cocon, justement, où on peut se ressourcer, autant moi que mon mari, que nos enfants. Bien sûr que je vais accueillir quelqu'un avec le sourire, et mon mari le premier. Et c'est pas une corvée. 10. Peu importe ce dont vous avez besoin de parler avec votre mari et combien ça vous importe. Le moment de son arrivée à la maison n'est pas le bon moment pour le faire. Ces sujets de conversation sont plus importants, donc laissez-le parler en premier. C'est vrai, c'est totalement vrai. Écoutez, lorsque mon mari passe la porte, je ne vais pas commencer, je vais commencer par bonjour chérie, et pas écoute, le lave-vaisselle est en panne, les enfants ont une mauvaise note, et puis regarde son cahier, et puis regarde, et bien là, le petit, le dernier, encore un trou dans son pantalon. Ah bon là, ton fils. Alors aujourd'hui, le magasin, c'était infernal, il y avait plus de lentilles, des bouchons, alors ils nous ont bloqué la rue à cause des pistes cyclables, non mais c'est impossible avec les trains. Là, mon mari, tout comme moi à sa place, il aurait encore la main sur la poignée qui va refermer la porte. Oui, oui, je reviendrai quand vous serez calmé. Voilà, plus tard. Enfin, bien sûr que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, il en a aussi, mais on ne les exprime pas sur le pas de la porte, pas dans la première demi-heure où on se voit. Là, on se demande des salutations, des je suis contente de se voir. Mais enfin, bien sûr, c'est une évidence. C'est pas minimiser nos problèmes, c'est pas minimiser les siens non plus, c'est juste on parle à des bons moments, quand notre mari sera prêt à écouter, quand il a encore son manteau, ses chaussures, son sac. C'est pas le moment de l'accabler avec tout, quoi. Et de lui dire qu'il n'y a plus de farine. 11. Les soirées sont des moments privilégiés. Ne vous plaignez pas s'il rentre tard ou s'il sort dîner ou quoi que ce soit d'autre sans vous. Vous devez essayer de comprendre que son monde est plein de contraintes et de stress et qu'il doit pouvoir se relaxer. Encore une fois, c'est une proposition pleine de bon sens. Et ça marche dans les deux sens, la femme comme pour l'homme. Et on demande de la compréhension aux femmes. Oui, le mari a une journée fatigante, tout comme la femme, et l'homme ne nie pas que la femme a une journée facile ou difficile, non. On est dans la pleine acceptation de la fatigue mutuelle les uns des autres. Et écoutez, en tant que femme, on doit avoir pleinement confiance en notre mari. S'il fait ça ou ça ou ça, c'est qu'il a raison de le faire, même si on ne connaît pas ses raisons. S'il rentre tard, c'est qu'il devait, il n'a pas pu faire autrement. Sinon, il aurait fait autrement. Arrêtons de juger, de contrôler, d'essayer de manipuler. On ne sait pas mieux que lui ce qui se passe à son propre travail. Acceptons pleinement les choses et réjouissons-nous de nous voir. 12. L'objectif d'une bonne épouse est de faire de son foyer un endroit où règne le calme et la tranquillité, afin que son mari puisse s'y ressourcer. Écoutez, je pense que c'est la proposition avec laquelle je suis le plus d'accord de toute cette liste. Là, je suis d'accord avec quasiment toutes. Il y en a une où j'ai un petit bémol, mais bien sûr. Mais c'est le rôle de la femme au foyer, mais même de la femme professionnelle, de la femme tout court. C'est cette maîtresse de maison, la femme qui anime le foyer, le feu domestique. Oui, c'est notre but de faire de 4 murs et un toit un endroit qui s'appelle un foyer, une maison, un cocon, où on puisse se ressourcer. Mais bien sûr que c'est notre rôle. Et on le fait par des sourires, par plein de petites choses. Et c'est notre rôle, oui. 13. Ne l'accueillez jamais en lui parlant de problèmes ou en vous plaignant. Oui, ça rejoint le point précédent. Enfin, juste le 11e, 10 ou 11e. Bien sûr, on l'accueille avec bonne humeur. Et si on a des choses négatives à dire, on les dira tout à l'heure, quand ce sera notre temps où il sera concentré sur ce que l'on dit. Et nous-mêmes, lorsqu'on sera concentrés sur ce qu'il dit. 14. Son confort est votre priorité. Installez-le dans un fauteuil confortable et servez-lui des boissons chaudes et froides. Là, on a la caricature, d'accord? C'est ce qui est reprise le plus souvent. Bon, écoutez, pour le coup, avec les horaires de mon mari, il rentre, on se met tout de suite à table et on dîne.
boisson chaude ou froide, on pourrait dire on passe tout de suite à table. Bon. Euh, Sinon, écoutez, la majorité des hommes, c'est pas tant que c'est la femme qui va les installer dans un fauteuil. Encore une fois, on vit pas dans des châteaux. De fait, ils retirent leur manteau, chaussures, et puis ils vont s'installer eux-mêmes dans leur fauteuil. Et c'est normal, et c'est là où ils accueillent les enfants, ils discutent. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Enfin, on va dire, moi aussi, quand je suis fatiguée, je vais m'installer sur le canapé. Bon, c'est normal. 15. Tapoter ses oreillers et enlever ses chaussures. Parlez-lui toujours d'une voix douce et basse. Alors là, c'est le point où j'ai le petit bémol, justement, et pas tant parce que c'est asservissant pour une femme d'enlever les chaussures de son mari, pas du tout. C'est juste que, autant dans les années 50 que dans nos vies à nous, encore une fois, je dis, on ne vit pas dans un château, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre et on a ce petit hall d'entrée où chacun enlève son manteau et ses chaussures lui-même et les range donc, sur le porte-manteau ou et dans le meuble à chaussures. On passe nos chaussons, enfin pour certains restent pieds nus, et on va dire ça se fait tout seul. Non mais vraiment, c'est vrai quoi. Et je pense dans les années 50 aussi, ça se faisait tout seul. Monsieur prenait ses pantoufles tout seul. Donc je pense que c'est une des phrases qui a été le plus caricaturée par les féministes actuelles. Donc tapoter ses oreillers. Bon, bah écoutez, pour nous, pour le coup, en semaine, globalement, c'est moi qui m'occupe de faire le lit. Le week-end, c'est mon mari. Puis c'est un rythme qui a pris tout seul. Enfin, mais en fait, tapoter les oreillers, oui, autant l'un que l'autre. Je pense que nous aimons dormir dans de la literie, des draps frais. Parlez-lui toujours à voix douce et basse. Le basse, je le comprends pas trop. Il faut peut-être plus de contexte. À voix douce. Ben, oui, on va pas aboyer sur notre mari. De même, c'est un conseil qui est valable pour lui aussi. Parlez à votre femme d'une voix agréable. C'est une évidence, c'est du bon sens. 16. Ne remettez pas en question ses jugements ou ses actions. Souvenez-vous, c'est le maître de la maison et il peut exercer sa volonté comme il le souhaite. Vous n'avez aucun droit de discuter cela. Alors là, je pense que les féministes vont s'acharner s'acharnent sur cette proposition. Alors écoutez, qu'on se le dise, l'homme comme la femme, le mari comme la femme, est autant décisionnaire l'un que l'autre par rapport aux faits domestiques. La majorité des hommes remboursent également le crédit de la maison ou de l'appartement. Donc, ils ont le droit à la parole de ce qui se passe chez eux. Non, mais très clairement, c'est pas parce que l'argent fait tout, mais c'est l'homme et la femme décident ensemble. Et maintenant qu'on se le dise, c'est la majorité des couples se sont choisis parce qu'ils s'aiment et parce qu'ils ont les mêmes vues sur le monde. Là, les féministes posent le sous-entendu que nous soyons toujours en contradiction avec notre mari. Alors, non, mais pourquoi l'auriez-vous épousé? Si sur chaque question de la vie, vous avez un point de vue radicalement différent, c'est peut-être que vous ne l'auriez pas épousé, cet homme, très concrètement. Donc, vous avez les mêmes vues, vous les partagez, et donc vous avancez ensemble. Ne pas poser le postulat qu'on soit toujours l'un contre l'autre. C'est faux. Et votre mari a autant droit à la parole que vous, et autant décisionnaire dans le fait de où vous allez partir en vacances. Est-ce que vous achetez une maison ou un appartement? Est-ce que vous vous installez dans telle région ou dans telle région? Est-ce que pour votre retraite, vous prévoyez plutôt ça ou plutôt ça? Est-ce qu'on fait un deuxième ou un troisième enfant? Oui ou non? Il est autant décisionnaire que vous. Et dans ce fait de... aucun droit de discuter cela. C'est le fait de accepter pleinement ce qu'il a à dire. Vous aussi, exprimez-vous pleinement sur vos souhaits. Et vous allez trouver un terrain d'entente ou pas. Mais ça ne veut pas dire que... vous voyez, ce côté... il parle et vous obéissez. Méchant, esclavagiste. C'est pas comme ça que cela fonctionne. C'est une conversation. Et votre mari ne discute pas aussi vos postulats dans la vie. Moi, si je parle 1 heure au téléphone avec ma mère pour lui raconter ce qu'on a mangé, mon mari jamais ne me dira écoute Anna, et le téléphone, et puis quand même, puis t'as pas autre chose de plus intéressant à dire. Enfin, de même, lorsque j'achète des vêtements pour moi ou pour les garçons, mon mari ne questionne pas ce fait-là. Et ne questionne pas ce genre d'achat. Lorsque je fais les courses pour préparer le menu de la semaine, mon mari respecte pleinement mes choix. Lorsque j'accepte certains contrats de travail, vous voyez, bon, je peux aller comme ça très très loin, mais c'est-à-dire qu'il y a cette pleine d'acceptation de l'un de l'autre, des décisions de l'un de l'autre, c'est valable dans les deux sens. Voilà, et c'est une belle chose, c'est beau. Donc ne faites pas de cet homme qui a écrasé la femme. 17. Une bonne épouse sait rester à sa place. Et là, la photo qui est jointe avec l'article, c'est une femme qui est couchée au sol et qui admire, se délecte à la vue de la chaussure de son mari. Donc elle est couchée par terre, voilà, elle est à ses pieds. La chaussure est vide, il n'y a pas le pied de l'homme dedans. Et donc la place de la femme, c'est être étalée par terre au pied de son mari. Ça rejoint exactement le 16e point, donc je ne veux pas le développer. Chacun a sa place. Et mon mari, voilà, ne se permet pas certains commentaires à mon égard de questionner mes choix, mais je ne me permets pas de questionner les siens.
Et pour la majorité de nos choix de vie de deux, de projet de vie de couple, ce sont les mêmes choix. Enfin, c'est quelque chose, on est d'accord, sinon on ne se serait pas marié. Conclusion. Lorsqu'on lit réellement les 17 points, donc les 17 citations sorties du manuel des années 50, la majorité des choses, c'est du bon sens. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, la journaliste féministe, militante, agressive féministe, pour faire des vues sur YouTube, enfin pas YouTube, sur le blog, sur son site, c'est son travail, de faire lire l'article, elle dresse un portrait horrible de cette femme des années 50 et c'était tout sauf ça, tout sauf ça. Mais lorsqu'on lit clairement et qu'on analyse ce qu'il en est, on se dit mais écoutez, mais tout va bien quoi. Enfin, où est le problème? Bon, bref. Je souhaitais tout simplement partager cela avec vous. Vous pouvez le lire tranquillement, vous pouvez y réfléchir et puis et garder en mémoire ce que je dis. Faites la différence entre un manuel, enfin, un livre d'histoire et un manuel. Ce n'est pas la même chose. Bon, donc même toutes les femmes des années 50 n'étaient pas comme ça. S'il y a besoin de compiler une liste de règles à suivre, c'est que justement elles ne sont pas suivies. Très clairement, c'est le but même, c'est pour ça qu'on fait des manuels, parce que justement la majorité des gens ne sait pas quoi faire, et donc on donne des instructions, voilà, une recette de cuisine, un mode d'emploi pour monter un meuble Ikea, etc. Parce qu'on ne sait pas, on donne des explications. Un manuel, c'est exactement ça. Là, c'est le manuel de l'épouse idéale. Et oui, idéalement, ce serait bien justement qu'il y ait cette excellente harmonie dans le couple. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.